Ok, ok. Donc on va y aller. Donc bonjour à tous, bonsoir à tous même. Merci d'être venus à ma présentation sur React. Donc je vais essayer de vous faire un aperçu un peu global du framework et de tout ce qu'on peut faire avec. Donc je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly. Donc dans la vie je fais du Java, du Scala, beaucoup de JS dernièrement, du web. Je participe à quelques projets open source, notamment je suis le lead dev de Reactive Couchbase. Donc c'est un driver réactif pour accéder à Couchbase de manière un peu sympa en Scala et en Java également. J'ai contribué à des choses comme Wild.jI, etc. etc. Je fais également partie du Poitou Charentes Jug. Donc c'est le Poitou Charentes Jug qui organise le Jug Summer Camp à La Rochelle au mois de septembre. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer nous voir. Et sinon, je fais partie de quelques experts groupes et puis je raconte des bêtises sur Twitter. Donc si vous n'avez pas assez de données dans votre timeline, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Donc Serly, c'est là où je travaille. Donc c'est une société de conseil d'ingénierie du SI. On est 70, on est basé à Poitiers, à côté du Futuroscope. On fait du Java, du cloud, de la mobilité, etc., etc. Et surtout, on contribue à des projets open source sympas. Bon alors là, c'est pas à jour depuis très longtemps, mais on fait des trucs cool. N'hésitez pas à aller voir sur le site web ce qu'on a fait dernièrement. Donc, on va parler de React. Alors, dans la salle, qui c'est qui a déjà entendu parler de React? Mais pourquoi vous êtes venus? Alors, qui c'est qui utilise React un peu plus que le Hello World de base? Ok, d'accord, donc c'est un peu... je vais peut-être avoir 2-3 trucs à vous raconter alors. Ok, donc React, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Facebook. Donc, l'idée de React, c'est vraiment que de faire des interfaces graphiques. Donc ça rend des vues, ça répond à des événements liés à l'UI, mais c'est là où, enfin ça s'arrête là. Il n'y a pas de, c'est pas un framework full stack tel que le serait Angular ou Ember ou des choses comme ça. C'est vraiment un truc dédié à fabriquer des interfaces graphiques. Donc c'est souvent les gens de Facebook quand ils en parlent, c'est le V de MVC. Donc ça répond très bien à ce qu'est React. Donc c'est un truc qui est open source depuis 2013. Et globalement, pourquoi Facebook a lancé ce genre de truc? Ils avaient des problèmes déjà à maintenir des grosses applications JS, etc., à séparer les choses un peu proprement, divers problèmes de performance et tout. Donc ils se sont dit, on va tenter des choses. Donc ils sont en partie un peu en mode, on voit si ça marche, et puis hop, ils sont arrivés avec React. Donc c'est d'ailleurs utilisé en prod, vous l'utilisez sûrement tous les jours si vous allez sur votre mur Facebook, sur votre navigateur, il y a du React un petit peu partout derrière. Donc il y a quelques gros principes dans React qui font que c'est un framework un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les frameworks d'UI JavaScript. Donc déjà c'est un framework déclaratif. Donc l'idée c'est pas on va essayer de faire des templates avec des conditions, etc. C'est juste, on va exprimer à quoi doit ressembler notre application à un moment donné par rapport à un modèle de données. Et React, lui, va se débrouiller pour gérer automatiquement toutes les mises à jour de votre vue en fonction des modifications des données sous-jacentes. Donc jusque-là, on peut se dire, ok, c'est un peu comme tout le monde. Ensuite, React, c'est simple. Et quand je dis simple, c'est vraiment simple, c'est le keep it stupid simple, c'est dès que les données changent, on n'essaye pas de faire un truc un peu malin, du genre je vais patcher un bout de l'UI et tout. React, lui, ce qu'il va faire, c'est dès que la donnée change, il recalcule toute votre vue, donc toute la vue est régénérée entièrement, et derrière, c'est là où il essaie de faire un truc intelligent, c'est qu'il va patcher le DOM juste avec les petits morceaux de changement qui vont bien pour refléter le changement qu'il y a eu dans votre interface graphique. Donc ça, c'est plutôt un truc intéressant, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et enfin, React, il a une approche purement composant. Donc ça, c'est pas forcément le truc, la norme, même si c'est en train de le devenir. On voit un petit peu que tous les frameworks s'orientent vers ça. Mais donc, React, lui, de base, il a une approche composant. Donc ça veut dire qu'on fabrique des composants et pas des templates. On fait pas des templates. Donc le but, c'est pas de faire le template le plus long du monde. C'est vraiment, on fait des composants. Donc ces composants sont tous autonomes. Ils savent se rendre eux-mêmes dans le DOM. Potentiellement, après, ils vont envoyer des événements à des contrôleurs, des briques applicatives de votre application JavaScript. Donc ces composants sont censés être réutilisables, c'est assez important, et surtout composables. Donc le but, c'est que pour faire des interfaces graphiques un peu compliquées, eh bien, on va composer plein de petits composants pas très compliqués, et du coup, on va avoir un truc qui est assez sympa à manipuler et à refactorer, à réutiliser, etc.
Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir des briques vraiment très cohérentes, peu couplées les unes aux autres et qui vont se composer assez facilement. Donc d'un point de vue utilisateur, qui utilise React? Alors déjà, vous avez Facebook, il y en a partout dans le site. Instagram, le site web est entièrement construit en React, donc il n'y a pas une seule pointe de jQuery, de ce que vous voulez. Il y a pas de, personne touche au DOM directement, c'est tout du React. Il y a Khan-Academy, Airbnb, il y a Flipboard, et eux ils font des trucs complètement tarés avec React, ils rendent des vues React dans le canvas pour avoir des vues qui défilent à 60 frames par seconde. Ils sont un peu fous. Il y a GitHub qui pendant un temps utilisait React. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ils l'utilisaient notamment dans Atom. Je crois qu'ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé React depuis quelques temps, mais bon, je suis pas certain de mon coup. Et enfin, il y a Netflix. Donc Netflix, ça c'est assez marrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez sur vos interfaces Netflix, que ce soit sur votre PS3, sur votre téléphone, tablette, après dans votre navigateur ou autre, la plupart du temps, en fait, c'est une page web que vous consultez, c'est pas du natif. Et en fait, Netflix, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils avaient fabriqué une sorte un pseudo React, avant que React soit un peu à la mode. Et d'ici la fin de l'année, en fait, ils vont passer toutes leurs UI en React. Donc là aussi, je pense que en termes de nombre d'utilisateurs et de solidité du framework, même si on est à une version 0.13, je pense qu'on a un truc qui gère bien. Donc une des particularité, alors c'est pas le seul qui utilise ça, mais une des particularités de React, c'est qu'il utilise, pour mettre à jour ses vues, il utilise le concept de virtual DOM. Donc je vous ai dit tout à l'heure, React, il rend une vue entièrement dès que les données sous-jacentes changent, et du coup on peut se dire, ouais, d'un point de vue performance, c'est quand même assez moyen. Et c'est là que le concept de virtual DOM entre en jeu, c'est que, en fait, avant de rendre la nouvelle vue, React va prendre un snapshot de la vue actuelle. Donc il va avoir un modèle mémoire. En fait, le virtual DOM, c'est ça, c'est pas le DOM exactement dans le browser, c'est un mémoire, un modèle en mémoire, une représentation du DOM en mémoire. Donc il va faire un snapshot, il va calculer la nouvelle vue, il va faire un diff entre les deux, et il va calculer un set minimal de changements à appliquer sur le vrai DOM pour que la vue ressemble à ce qu'elle doit ressembler. Donc ça veut dire que s'il y a une branche de code qui a été éliminée, mais qu'il y en a une nouvelle qui est apparue, et que dans l'ancienne il y avait 3 divs et dans la nouvelle il y en a 2, il va déplacer 2 divs dans la nouvelle branche, il va changer 2-3 trucs et toc, on va avoir... Donc une fois qu'il a calculé tout ça, il batch tous les changements dans le DOM et on a quelque chose qui est en fait rapide et performant par défaut, ce qui est plutôt pas mal. Il y a une autre chose également qui est importante dans React, c'est que en fait React il essaye pas de vous cacher que vous êtes en train de faire du JavaScript. Donc en fait avec React il faut aimer faire du JavaScript, c'est pas le pire des langages, donc on peut faire des choses très très bien avec du JavaScript. Et React, ils prennent vraiment le parti de dire on fait tout en JavaScript, et donc il faut connaître comment ça fonctionne. Et une des choses qui nous incite à faire, c'est d'utiliser tous les événements sur tous les click events, les choses comme ça qui arrivent dans les composants. Sauf que forcément, ce genre de truc, à travers les navigateurs, il y a des choses qui changent de nom ou qui n'ont pas les mêmes comportements. Donc en fait, ils ont réimplémenté tout un système d'événements au-dessus du DOM, et c'est eux qui gèrent ça de manière assez performante. Et du coup, ça fonctionne de la même manière sur tous les navigateurs, notamment IE8 ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous faire une petite démo au niveau, pour ce qui est du virtual DOM d'un point de vue performance. Alors je suis désolé, c'est pas du tout pour troller, vraiment, hein, c'est pas du tout le but, mais on va voir quand même qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes là-dessus. Donc ça, l'idée c'est que c'est une application qui a été faite, alors c'est un gars qui s'appelle Ryan Florence, donc qui est très actif dans la communauté React, qui a fait une petite application bête, une pseudo-application de monitoring de base de données. Donc ça ressemble à ça. Donc là je vous montre la version en Ember. Donc alors, est-ce que le Wi-Fi fonctionne? Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on a une centaine de lignes de bases de données à rendre, ça représente des serveurs en fait, et on a une vision des 5 dernières requêtes avoir été exécutées avec leur temps. On a un petit pop-up, etc. Donc voilà, ça c'est l'application. Donc on voit avec Ember, on a atteint péniblement un 0,7 frames par seconde, donc c'est pas génial. Ensuite, on va avoir une version Angular. Donc la version Angular, on voit tout de suite qu'elle est un peu plus véloce.
Donc, en gros, là, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'il y a beaucoup de changements dans le DOM, et c'est pour voir à quel point le framework supporte les changements de manière un peu rapide. Donc là, avec Angular, on arrive à quelque chose comme 6, ouais, 6 ou 7 frames par seconde, repaint par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Et puis maintenant, on va voir la version React. Et donc la version React, on voit quand même que déjà ça va beaucoup plus vite. On a atteint les 14 frames par seconde directement. Donc on voit que par défaut, il n'y a pas d'optimisation spéciale ni rien, c'est rapide par défaut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors c'est pas le seul qui utilise des Virtual DOM, il y en a d'autres qui sont même plus rapides. Typiquement, il y a Reactive.js qui est a priori plus rapide que ce que fait React. Donc là, typiquement, on a 17-18 frames par seconde, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, sur le principe, l'idée du Virtual DOM, c'est quelque chose d'assez performant et c'est plutôt bien à utiliser, je pense. Donc désolé pour tous ceux qui aiment Angular, etc. C'était pas du tout intentionnel. Donc, codons notre premier composant React. Donc voilà à quoi ressemble un composant React. Alors, sur le principe, donc il faut créer... Hop, faut que je l'allume ce machin. Voilà. Donc je veux créer une classe, donc ça va être un clicker. Donc un clicker, j'ai un bouton, je clique et puis ça me dit vous avez cliqué 28 fois sur le bouton. Donc je crée une classe, donc c'est pas une instance encore du composant, c'est juste une classe. Donc on voit qu'il y a un état initial, donc ça doit être le modèle du composant. Il y a un compteur à 0, ça me paraît logique. Ensuite il y a une fonction qui va a priori gérer un clic, donc j'imagine que c'est le clic sur le bouton du composant. Donc ce truc-là, il fait un set state. Donc là aussi, j'imagine, c'est de la mise à jour de l'état qu'on a vu ici, qui était à 0. Donc on fait un incrément de l'état. OK. Et puis on a une méthode render. Donc j'imagine que c'est ça qui fabrique le bout de DOM à visualiser. Donc on voit que là, on fabrique une sorte de structure arborescente. On fabrique en fait du HTML. Donc on a des divs, des spans. On a des properties, là, un style, ici on a un type bouton. On a même ici une référence vers la fonction nullClick sur un événement onClick. Donc ok, c'est comme ça qu'on écrit du HTML avec React, pourquoi pas. Et puis ici on a la façon de rendre ce composant. Donc on fait un React Render. On lui demande de créer une instance du composant clicker, donc, qui est défini ici. Et on lui donne un nœud du DOM dans lequel monter le composant. Et du coup ça nous donne notre composant comme ça. Donc là j'utilise la syntaxe ES6, donc c'est un peu différent. Si en ES5, on met ici 2 points, fonction, etc. Mais c'est juste, va falloir vous y habituer, ça va venir. Donc, c'est bien ce truc-là, mais moi, je suis pas très fan là, de cette syntaxe là pour faire du HTML. Donc React, ils ont rajouté un truc dans leur framework qui s'appelle JSX et qui permet d'écrire le HTML comme ça, directement dans JavaScript. Donc ça, moi, je trouve ça absolument génial. C'est pas dit que tout le monde soit d'accord. Donc là, je pense qu'il y en a qui sont déjà un peu en train de pleurer du sang, des choses comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas sale. En fait, toutes ces vues-là qui font donc du JavaScript, du HTML dans du JavaScript, en fait, c'est juste un préprocesseur qu'on doit faire passer avant de mettre le site en prod ou de déployer le site. Et derrière, en fait, ce que fait le processeur, il va juste transformer cette syntaxe en cette syntaxe, tout bêtement. Faut pas en avoir peur. C'est beaucoup plus friendly de faire comme ça, surtout si on travaille avec des designers ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à faire comme ça se fait très très bien. Donc là, il y en a qui vont sûrement me dire « Oui, mais separation of concerns, etc. Tu ne devrais pas mettre la vue dans le composant, dans le code et tout, c'est n'importe quoi. » Moi, j'ai envie de répondre « Bah non, moi je comprends pas très bien en fait cette façon de faire. Pourquoi on devrait séparer le template du composant? Après tout, le template, il va être fortement couplé avec le view model qui sera dans le composant. Donc de toute façon, même si on sépare, ça sera couplé. C'est pas une question de séparation of concerns, c'est une question de séparation de technologie. En plus, tous les templates, tous les langages de templates, c'est souvent limité, il faut les apprendre, ils sont tous des trucs différents, ils ont tous une façon de faire. Des fois, on aimerait bien faire des choses un peu spéciales, c'est compliqué, etc. Et en fait, React, il part du principe qu'on fait tout en JavaScript. Donc ça veut dire que si à un moment je dois itérer sur des éléments, les éléments ils sont dans un tableau, je fais un point map, je fais un point filter, je fais un point ce qu'on a envie. Sur la structure JavaScript, j'utilise underscore, j'utilise tout ce que vous voulez. Et de base, on a du templating surpuissant parce qu'on utilise JavaScript dessous. Ensuite, il y a deux autres principes qui sont très importants en React, c'est les props et le state. Donc les props et le state, c'est les deux sources de données d'un composant React. Donc les props, c'est pour les propriétés. Donc en fait, c'est des valeurs qui sont définies à la création d'une instance d'un composant. Donc idéalement, c'est immutable.
Après, jusqu'à la dernière version de React, on pouvait les muter à la main, mais c'est pas top, c'est pas vraiment dans la philosophie. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut avoir des valeurs par défaut pour ces properties. Donc ça, c'est bien quand on fait des librairies de composants que d'autres personnes vont utiliser. Et on peut surtout valider d'un point de vue type de données tous les props qu'on va passer à toutes les propriétés qu'on va passer à un composant. Donc typiquement, quand je veux les utiliser, imaginons que j'ai créé un composant qui s'appelle ToDoList, ben, je lui donne une props qui s'appelle titre, une props qui s'appelle maxItem, genre affiché, un handle destroy, donc c'est une props qui est une référence vers une fonction. Donc comme c'est du JavaScript, on peut passer des objets, des fonctions, tout ce que vous voulez, des tableaux, ça marche très bien. D'autres composants React, ça marche également. Et pour y accéder, dans le composant, on fait juste un this.props, le nom de la propriété que vous voulez récupérer, et ça marche tout seul. Ensuite, on a le state, donc c'est l'état interne de votre composant. C'est vraiment les choses à afficher, c'est pas l'état de votre application dans le navigateur, c'est l'état du composant. Donc l'état, lui, est mutable, et idéalement, il n'est muté que par le composant lui-même. Alors, il n'y a pas de façon simple de le muter depuis l'extérieur, mais après, les gens sont tordus, on est tous tordus, je pense. Donc des fois, on peut être tenté de faire des choses un peu bizarres. Donc non, évitez de muter l'état en dehors du composant, ce serait vraiment dommage. Donc le changement d'état, à chaque changement d'état, en fait, c'est là que React va recalculer une vue complète du composant pour le mettre à jour. De base, le binding bidirectionnel est supporté, mais il est non encouragé par React dans un souci de simplicité, de flow de données. C'est un peu la façon dont il voit les choses. Il vaut mieux faire du data binding simple plutôt que du double qui pourrait qui pourrait enchaîner des problèmes de synchronisation, etc. Donc quand on veut muter l'état dans le composant, on fait comme ça, this.setState, on passe les changements, on peut faire un replace state si on veut remplacer tout l'objet. Et pour y accéder, on fait un this.state, le nom de ce que vous voulez récupérer. Et puis, c'est du JavaScript, donc vous faites ce que vous voulez avec. On a aussi un support du cycle on a aussi la possibilité d'interagir avec le cycle de vie du composant. Donc, typiquement, ici, j'ai fait un timer. Donc, c'est un truc qui affiche le nombre de secondes écoulées depuis que le composant s'est rendu. Donc là, seconde elapsed, on va chercher dans l'état les secondes qui se sont écoulées. Et en fait, on voit que ici, on a deux méthodes, component.didMount et will.mount. Donc dans le didMount, en fait, on fait un set intervalle qui appellera la fonction juste au-dessus qui met à jour l'état. Et dans le will.mount, donc ça, c'est une méthode qui est appelée quand le composant est retiré du DOM, parce qu'on est passé à une autre page, parce qu'on a enlevé le composant. Et donc là, on fait le clear interval pour qu'il n'y ait un intervalle qui continue à tourner sans que ça ait aucun intérêt. Donc toutes les méthodes qu'on peut utiliser d'un point de vue cycle de vie sont les suivantes. Donc on a le will mount, le did mount, donc avant et après le montage. Donc ça veut dire le fait que le composant a été rendu dans le DOM. On a un callback quand on reçoit de nouvelles propriétés. Et on a un truc très intéressant ici, c'est le showed update component. Donc là, ce callback là, par défaut, c'est une fonction qui renvoie true. Et ça intervient dans le processus de diff du virtual DOM de React. Donc en fait, React, par défaut, il recalcule la vue. Mais si vous, dans ce truc-là, vous mettez false, la vue n'a pas changé. React, dans ce cas-là, va pas essayer de faire un diff dessus. Et d'un point de vue performance, vous allez forcément y gagner. Donc voilà pour le cycle de vie. Ensuite, on a la possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, de valider les prop types, enfin les props qu'on va passer à un composant. Donc typiquement, on peut passer un attribut prop types dans le composant et dire voilà, je vais avoir task qui va être un tableau, machin. De base, tout est optionnel, mais vous pouvez mettre un is required à la fin pour dire mon composant va être, les props vont être requises. Et si vous ne respectez pas le contrat du composant, donc ça c'est vraiment un terme de contrat, c'est une API. Dans ce cas-là, React va vous mettre un beau message d'erreur bien clair dans votre console JavaScript pour vous dire non, tu n'utilises pas le composant comme il faut. En termes de rendu, de message d'erreur, etc., React est très très fort et c'est très agréable au quotidien. Ensuite, on a la notion de mixins. Donc les mixins, c'est ce qui va remplacer l'héritage. En fait, React, de base, il n'y a pas de moyen simple de faire de l'héritage parce qu'ils n'aiment pas forcément l'idée. Par contre, on a moyen de faire des mixins. Donc on peut rajouter plein de mixins à un composant pour lui coller des comportements qu'il n'aurait pas forcément par défaut. Donc par exemple, ce mixins, il sert à setter un intervalle et à nettoyer l'intervalle quand le composant s'en va et quand le composant est retiré du DOM et à gérer des intervalles en fait. Donc si par exemple on reprend le timer que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas exactement le même code mais c'est le même principe. Ici au lieu de faire le set intervalle de JavaScript, j'utilise le this.setInterval qui a été défini dans les mixins ici du composant. Donc je peux en mettre plusieurs à la suite, c'est un tableau. Et en fait,
tous les mixins en fait, qui vont avoir des méthodes de cycle de vie seront appelés dans l'ordre. Donc si vous avez n mixins et qui ont un component didmount, il y aura les 3 components didmount qui seront appelés, etc., etc. Donc ça, c'est assez sympa. On peut faire des trucs assez classe avec ça. Donc, je vais essayer de vous coder un petit truc rapidement. Donc, j'utilise Webpack, Babel et pas mal de choses pour mon environnement de développement. Donc, de base, ce qui est bien, c'est qu'il va me faire du hot reload et j'aurais pas besoin de faire. Enfin, si j'arrive à m'en empêcher, j'aurais pas besoin de faire des reloads dans mon navigateur. Donc, si je vais voir ma démo, donc pour l'instant, voilà, j'ai un Hello Devox. Donc, super, je l'ai fait ici. C'est dans cette. Tout le monde va bien ? Il n'y a pas de. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une horloge un peu classique. Donc, une horloge qui affiche la date, l'heure courante, et avec une petite horloge graphique pour faire joli. Donc, allons-y. Donc, on commence. On va créer un nouveau composant. Ça va être le date field. Donc, c'est le truc qui va afficher la date. Donc, je le fais ici. Donc, là, je crée juste un composant qui a une div avec un h1. Et dedans, je crée une date et je la formate avec un format qui est censé venir depuis les props. Ok, donc on va utiliser ce composant-là dans notre main ici. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais un react.render ça va être un date field. Un format, on va mettre quelque chose du genre dd, mm, hop, il m'en manque un. Et voilà, et je dis juste où est-ce que je vais rendre le composant. Donc là, je reprends mon truc ici, je le mets ici. Je dégage cette ligne et il me manque juste l'import de mon composant. Donc je vais faire, c'est un date field from, donc ici c'est dans point components / date field, voilà. Et donc là, je rends mon application et j'ai mon date field qui apparaît dans mon navigateur. Donc bien sûr, on peut changer le format de la date par exemple et le composant s'adapte aussitôt. Donc maintenant, je vais, alors ça c'est un bug de Webpack, c'est génial. Il ne faut pas faire un refresh si on n'a rien changé. Donc maintenant, on va faire le truc qui affiche le temps, enfin qui affiche l'heure. Donc on va l'appeler timefield. Donc timefield, il ressemble un petit peu au timer que j'ai fait tout à l'heure. Donc il y a cet intervalle qui va faire un update, qui va. Là aussi, j'ai besoin d'un format pour mon truc. Dans le onMount, j'ai un clé intervalle et c'est juste une div qui affiche l'heure dans un H2. Donc on va utiliser ce composant-là. Donc ici, je duplique ma ligne, hop, timefield, hop, je l'utilise, et le format, ça ne sera pas le même, ça va être HH, MM, SS, hop. Donc là, j'ai bien mon composant qui fonctionne de la façon que je veux, super. Donc maintenant, on va faire le troisième composant dont j'ai parlé, donc c'est une horloge graphique, parce que c'est beaucoup plus joli. Maintenant, on sait faire des trucs un peu rigolos. Donc là, ce qui est marrant, donc ça marche de la même manière que le précédent, sauf qu'au lieu de fabriquer du DOM classique, en fait, je vais fabriquer du SVG. C'est pareil, c'est un élément qu'on peut mettre dans le DOM. Donc c'est juste une forme, j'ai un cercle, 2 lignes, enfin 3 lignes d'ailleurs pour faire les aiguilles, et je calcule des rotations par rapport à l'heure à laquelle on est. Donc super, on va voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc là encore, hop, je cherche, ça s'appelle clock. On va chercher, hop. Et un truc particulier qu'on n'a pas forcément vu, ici je dois lui donner une taille. Donc on va chercher dans les props un width et un height. Donc je vais mettre ça, donc width, hop. Ici je veux 200. Et un height égal, hop, 200 également. Et du coup, voilà, j'ai ma super petite horloge qui est là. Donc maintenant, on va faire un gros composant qui compose tout ça. Donc on va l'appeler superclock. Hop, donc là, j'ai 2-3 petites modifs. Le snippet, c'était pas forcément bon. Hop, ici, on l'a appelé clock. Et je l'utilise ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai juste une div avec une flexbox, avec dedans mes deux composants de tout à l'heure, le date field et le time field, et j'ai mon horloge graphique qui est là. Donc rien de très compliqué. Donc on va voir ce que ça donne ici, superclock. Hop, a priori il n'y a rien besoin de lui passer, elle se débrouille
à spécifier toutes les tailles qui vont bien. Et voilà, j'ai mon composant qui est là et qui est prêt à être utilisé et à être empaqueté dans un bout de JS où on ne voit même pas que c'est du React. Il n'y a plus qu'à se lancer. Ok. Comment? C'est pas la bonne heure? Pas grave. Bah ouais, en effet. Bon, ça fait rien. C'est mon snippet qui doit être pourri. Dans les trucs cool de React, donc il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps, il y a de quoi faire des tests. Donc il y a un truc qui s'appelle Test Utils qui vous permet de rendre des composants en mémoire et de faire des clics dessus, de vérifier que les textes sont bons, etc. etc. Dans la dernière version de React, on a un support pour les classes ES6, donc ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser la syntaxe de classe ici, extends React Component, on lui donne un constructeur, on lui met toutes les fonctions qui vont bien. Il y a juste un petit problème au niveau des bindings de handler où il faut faire un point bind this, mais ça sera peut-être amélioré plus tard. Mais ça marche plutôt bien. Vous pouvez utiliser Babel qui supporte la syntaxe JSX de base, donc c'est encore mieux, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour que votre build fonctionne avec ce genre de choses-là. Un autre truc cool, c'est que comme React s'appuie sur du Virtual DOM, eh bien, il n'est pas obligé de cracher du HTML dans un navigateur, il peut le cracher dans une chaîne de caractères ou dans autre chose. Donc ça veut dire qu'on peut rendre des vues côté serveur en utilisant genre Node.js ou Najorn ou un truc comme ça. Mettre ça dans la template qui est rendue par le serveur, comme ça on a une première vue des données sans attendre le chargement du JavaScript. Et dès que le JavaScript est chargé côté navigateur, React va détecter ça, il va se remixer avec le truc qui a été généré côté serveur, et il va prendre le relais, et du coup votre appli redevient dynamique. Ensuite, React, ça a une approche composant, donc on peut se dire que il supporte les web components. Alors, il le supporte pour le rendu des web components, donc on peut rendre des web components depuis React. Par contre, il ne supporte pas encore l'exposition en tant que web component. Pourtant, c'est un truc qui est prévu et sur lequel travaille l'équipe de React, donc ça devrait arriver dans les futures versions. Après, ceci dit, c'est pas très compliqué à coder. Donc, imaginons, j'en ai codé un petit bout ici, ça prend une trentaine de lignes. Donc, imaginons ici que je veuille faire un truc avec des web components. Donc ici, je récupère ma dépendance, component, et si je fais un truc du genre web component.register web component, je vais pas y arriver. Donc je vais faire une devox clock et que je veux rendre mon horloge de tout à l'heure. Hop, je reload. Et là, donc j'ai une horloge qui est apparue. Pourquoi? Parce que dans mon HTML ici, j'ai mis un composant qui s'appelle devox-clock, c'est celle-là, avec des paramètres qui vont bien. Et j'ai ma clock qui est visible comme un web component. Il ne faut pas oublier le tirer dans le nom des web components, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, le support des web components, c'est quelque chose qui sera disponible, mais qu'on peut avoir tout de suite. Il y a d'autres librairies qui le font et c'est très facile à faire soi-même. D'un point de vue écosystème, c'est un peu le framework hype en ce moment, donc il y a plein de bibliothèques qui ont des intégrations pour React, des CSS, etc. Donc je pense qu'il y a de quoi trouver son bonheur. Sinon, dans les autres choses un peu sympas, donc dernièrement, il y a React Native qui est sorti. Donc en fait, React Native, c'est quoi? C'est comme on a du Virtual DOM, mais pourquoi s'embêter à faire du HTML? On pourrait, pourquoi pas, faire un moteur qui rend des composants natifs sur des devices mobiles. Donc il y a une version iOS qui est sortie il n'y a pas longtemps, il y a une version Android qui sortira plus tard. Donc l'idée, c'est pas on fait une application pour tous les OS, c'est on fait une application par OS, c'est Learn Once, Write Everywhere. Donc en fait, on va écrire du JavaScript sur les mobiles et on va pouvoir faire des applications mobiles. Donc j'ai normalement une dernière démo. Voilà. Sauf qu'elle est foirée, c'est génial. Donc ça s'appelle Reddit iOS. Donc il faut que je me dépêche, j'ai plus beaucoup de temps. Donc l'idée c'est qu'on va lancer on lance un navigateur, enfin une application haute sur le téléphone. Hop, je lance mon NPM. Je sais pas où est-ce qu'il est. Voilà, mon navigateur et mon truc est là. Super. Donc il faudrait juste que je vois la vue scale à 50%. Hop, voilà. Donc ici, j'ai un client Reddit qui est entièrement codé en React. Donc Reddit, je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est un coup à tomber sur une image pas top, donc on va éviter. Mais donc ça, c'est un client Reddit. J'ai le code sur mon GitHub. Et globalement, si on regarde, il est codé en pur JavaScript, sauf qu'ici, on ne fait pas du HTML, mais on fait bien des composants natifs pour iOS. Donc ça, je trouve ça absolument génial.
Sinon, alors il me reste plus qu'une minute, donc je vais faire très vite. Il y a une librairie qui a été faite par Facebook, enfin c'est plus un pattern en fait qui s'appelle Flux et qui permet de faire en fait, de gérer vraiment votre application. C'est plus la partie full stack de React. Donc ça vous permet de faire une application en suivant un flot de données unidirectionnel, donc avec des actions utilisateurs qui vont être dispatchées vers un store qui stocke l'état de votre application, qui lui-même va dispatcher des événements vers les vues pour qu'elles se mettent à jour. Donc ça, il y a plein de talks très bien faits, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça, je vais passer, on s'en fout. Et puis, on va dire que c'est tout pour aujourd'hui, parce que le temps est fini. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.